Je n'ai pas été arrêté comme une criminelle. J'ai été sélectionné comme un objet précieux. Je m'appelais Elsa. J'avais 19 ans en 1942 et dans mon village du nord de la France occupée, j'avais appris, comme tous les autres, à me faire petite pour survivre. Sauf que mon visage me trahissait. Mes cheveux blonds accrochaient la lumière, même sous un foulard, et mes yeux bleus attiraient les regards que je fuyais. Ma mère répétait chaque matin « Baisse les yeux, ne leur donne aucune raison de te voir ». Elle craignait la brutalité ordinaire des soldats. Elle ignorait que ce qui me cherchait n'était pas la violence aveugle, mais un regard calculateur. Un matin de novembre, une voiture noire immaculée s'est arrêtée sur la place. 2 officiers SS sont descendus avec des dossiers, pas des armes. 1 heure plus tard, le maire frappait chez nous, pâle comme un mort. Ils la veulent. Les soldats m'ont escorté sans brutalité, avec une courtoisie qui me glaçait. La voiture a roulé longtemps jusqu'à des grilles monumentales. Derrière elle se dressait un manoir somptueux, trop parfait pour être une prison. À l'intérieur, le marbre brillait, l'air sentait la cire et l'éther. Dans le hall attendaient d'autres filles qui me ressemblaient étrangement, blondes, jeunes, silencieuses. Un officier est entré, grand, uniforme noir impeccable, regard d'acier. Il nous a examinés une à une, avec la précision d'un chirurgien choisissant ses instruments. Quand il s'est arrêté devant moi, il a retiré son gant et posé sa main froide sur ma joue. « Parfaite », a-t-il murmuré. Puis à son assistant, « Classe supérieure, préparez-la ». À cet instant, j'ai compris que je ne quittais pas mon village pour être interrogé. J'entrais dans un lieu où mon corps ne m'appartenait déjà plus. La chambre qu'on m'avait attribuée ressemblait à une récompense, et c'était précisément ce qui la rendait monstrueuse. Velours épais, drap blanc, rose fraîche, un plateau d'argent chargé de viande et de lait comme si la guerre n'existait pas. Mon ventre criait famine, mais mon instinct criait plus fort. Ici, chaque douceur était un crochet. La matrone est revenue, uniforme gris, sourire figé. « Mange, tu dois être en forme. » J'ai demandé « Pourquoi faire ?» Elle a lissé le couvre-lit, puis a lâché presque avec fierté « Pour l'honneur, pour la mission ». Ce mot « mission » a transformé la pièce en cage. À 22 heures, des pas ont glissé sur le parquet, lents et sûrs, comme un métronome. La poignée a tourné. Klaus von Richthofen est entré sans précipitation. Chemise blanche impeccable, odeur de savon cher et de boîte santal. Il tenait une bouteille et 2 verres, comme si nous allions partager une soirée mondaine. Il ne m'a pas regardé avec désir, il m'a évalué. « Tu as peur. C'est inutile, » a-t-il dit tranquillement. Sa douceur avait le tranchant d'un instrument de chirurgie. Ici, rien n'est personnel. C'est un devoir. Je me suis reculé jusqu'au mur. « Non », ai-je soufflé. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé. Il a simplement rapproché son visage du mien et a murmuré « Ton refus n'a pas de valeur. Seule ta biologie compte. » Il a sorti un dossier, mon nom déjà inscrit, des cases déjà cochées, et la place vide où il fallait signer un mensonge. Je n'ai pas bougé. Alors il a fait un signe, et la matrone a réapparu avec une infirmière. On m'a tenu. On a étouffé ma résistance. Et j'ai compris l'horreur exacte de ce manoir. On pouvait tout faire sans haine, sans cri, avec la propreté froide d'un protocole. Quand la porte s'est refermée plus tard, je n'étais pas souillé par un homme ivre, j'étais vidé par une idée. Je me suis assis au bord du lit, incapable de pleurer, et j'ai senti que le pire n'était pas la douleur, c'était d'être traité comme un simple moyen. Un corps réduit à une fonction, une page à tamponner. Les semaines suivantes ont effacé la notion même de jour. Tout était réglé avec une précision médicale. Lever à heure fixe, repas surveillé,
promenade obligatoire dans le parc sous l'œil de la matrone. Nous étions une douzaine de filles, alignées 2 par 2 comme des pensionnaires modèles. Il était interdit de parler de nos familles. Le passé affaibli, répétait la matrone. À côté de moi marchait une jeune Belge nommée Sophie. Un matin, ses doigts ont serré mon poignet. « Je ne suis pas enceinte », a-t-elle chuchoté, ses lèvres tremblantes. Dans n'importe quel monde, cela aurait été un soulagement. Ici, c'était une condamnation. Le lendemain, son lit était vide, parfaitement tiré, comme si elle n'avait jamais existé. Personne n'a posé de questions. La peur a épaissi l'air. Peu après, le docteur Weizmann m'a examiné. Ses mains étaient froides, son regard absent. Je n'étais pour lui qu'un ensemble de mesures. Klaus attendait dans l'ombre. « Confirmation positive », a déclaré le médecin. Le visage de Klaus s'est éclairé d'une satisfaction tranquille. Il a posé sa paume sur mon ventre encore plat. « Excellent !» À partir de cet instant, tout a changé. On m'a nourri davantage, surveillé davantage. Je n'étais plus une invitée, j'étais un contenant précieux. Le soir, Klaus s'asseyait face à moi et parlait d'avenir pendant qu'une musique allemande emplissait la chambre. Je restais immobile, écoutant ces mots glisser sur moi sans s'y accrocher. Puis, une nuit, j'ai senti un frémissement à l'intérieur, un mouvement léger, indiscutable. J'ai posé mes mains sur mon ventre et une émotion inconnue m'a traversé. Pour la première fois, ce n'était plus leur projet, c'était une vie qui me répondait. Au 5e mois, la peur a pris un visage. Elle s'appelait Ingrid. C'était une Norvégienne enceinte de presque 8 mois, la favorite de la matrone, toujours souriante comme si elle avait appris à aimer sa cage. Un après-midi clair de printemps, nous étions assises sur la terrasse quand son visage s'est vidé de couleur. Sa main a serré son ventre, puis une tache rouge a fleuri sur sa robe blanche. La matrone a crié. Les infirmières ont accouru et l'ont emportée sans un mot rassurant. Le silence qui a suivi était plus violent que n'importe quel hurlement. Ingrid n'est jamais revenue. 3 jours plus tard, une femme de chambre m'a murmuré que le bébé était mort-né et qu'Ingrid avait été envoyée à l'Est pour avoir échoué. Ce mot a glacé mon sang. Ce soir-là, Klaus est venu, satisfait, malgré les rumeurs de défaite au loin. Il a posé son oreille sur mon ventre et a souri en sentant un coup. « Fort », a-t-il dit, « il s'appellera Siegfried. » J'ai trouvé la force de demander « Et après, pour moi ?» Son sourire a pris une douceur terrible. « Tu auras rempli ta fonction. » Rien de plus. J'ai compris que ma valeur expirait à la naissance. Dans mon lit, j'ai serré mon ventre comme on protège un secret. Chaque mouvement de l'enfant était une joie mêlée de terreur. Je l'aimais déjà, et cet amour devenait ma seule rébellion silencieuse. Je lui ai chuchoté dans l'obscurité « Reste avec moi ». Mais le temps avançait, indifférent, vers un terme que je redoutais plus que la mort. Le 14 août 1943 est arrivé avec un ciel d'orage. La première contraction m'a coupé le souffle comme une lame invisible. La brosse a glissé de ma main et aussitôt, la porte s'est ouverte. La matrone et 2 infirmières m'ont entouré sans douceur. C'est le moment. Elles me soutenaient non pour me réconforter, mais pour préserver ce que je portais. La salle d'accouchement était blanche, métallique, crue comme une salle d'autopsie. On m'a allongé, attaché au poignet. Le docteur Weizmann ajustait déjà ses instruments. Klaus est entré en uniforme impeccable et s'est placé au pied de la table, observateur silencieux. La douleur a déchiré mon corps, je criais sans retenue. « Faites-la taire », a-t-il ordonné. Le masque de chloroforme a étouffé mes cris sans éteindre ma conscience. « Poussez ».
J'ai poussé jusqu'à sentir mon corps se vider. Puis un cri aigu a rempli la pièce. « Montrez-le-moi » ai-je supplié. Le médecin a levé l'enfant vers Klaus. Un garçon, vigoureux. Le sourire de Klaus était celui d'un triomphe. L'infirmière a nettoyé le bébé et l'a remis entre ses bras. « Siegfried » a-t-il déclaré. Je tirais sur mes liens, implorant un regard, un contact. Il m'a observé comme on regarde un objet usé. « Il a besoin de soins, repose-toi. » Il a quitté la salle avec mon fils. Une seringue a plongé dans mon bras. Le monde s'est assombri avec une certitude insupportable. On venait de me retirer la vie que j'avais portée. Je me suis réveillé dans un silence épais. La chambre était dépouillée, vidée de tout luxe inutile. Mon ventre, désormais creux, me lançait comme une plaie ouverte. La porte n'était plus verrouillée. J'ai marché dans le couloir en m'appuyant au mur jusqu'à la pouponnière interdite. Derrière la vitre, des rangées de berceaux s'étendaient à perte de vue, bercés par des pleurs mécaniques. J'ai cherché la date avec une urgence animale. Je l'ai trouvé. Il dormait là, emmailloté trop serré, son visage minuscule déjà familier. J'ai tendu la main. La matrone m'a arraché en arrière. « On ne touche pas aux enfants de l'État. »« C'est mon fils !» Ma voix s'est brisée. « Tu n'as plus de fils. Tu as rempli ta fonction. » Elle m'a donné 1 heure pour partir. J'ai regardé mon enfant ouvrir les yeux et pleurer pendant que je frappais la vitre inutilement. Dans ma chambre, j'ai remis ma vieille robe et laissé la broche d'argent sur la table. Dans le hall, Klaus buvait son café. Son regard a glissé sur moi sans me reconnaître. On m'a poussé dans un camion avec d'autres femmes au sein gonflé de lait inutile. Les grilles se sont refermées derrière nous. Nous avons été déposés loin du manoir, dans la boue. Chaque pas vers mon village était une brûlure. Quand ma mère a ouvert la porte, elle a vu mon ventre vide et a compris sans un mot. Mon père est resté à distance. Les gens parlent. Je suis monté dans ma chambre d'enfant avec la fièvre et un silence plus lourd que la honte. Je suis devenue une étrangère dans mon propre village. Je sortais seulement la nuit pour éviter les regards qui me suivaient comme des pierres. Derrière les volets, j'entendais les mots qu'on ne disait jamais devant moi. Traîtresse, fille à soldat. Personne ne voulait la vérité. Elle était trop complexe pour apaiser leur colère. Puis, l'été 1944 a apporté la rumeur de la libération. J'ai cru, naïvement, qu'elle me rendrait quelque chose. À la place, elle m'a prise pour cible. Un midi, des hommes armés ont fait éruption chez mes parents. Ils m'entraînaient sur la place sous les cris d'une foule que je connaissais depuis l'enfance. On m'a jeté sur une chaise. La tondeuse a déchiré l'air avant de déchirer mes cheveux. Des mèches blondes tombaient sur mes genoux pendant que la foule applaudissait. On a peint un symbole infamant sur mon front et on m'a forcé à marcher sous les insultes. Je ne ressentais pas la honte qu'ils attendaient, seulement une fatigue immense. Le soir, mes parents m'ont supplié de partir pour sauver la boulangerie. J'ai pris une valise et un foulard pour couvrir mon crâne nu. Je n'avais plus rien à perdre, sauf une obsession, retrouver mon enfant. Sur la route vide, j'ai juré de marcher vers l'Est. Je ne fuyais plus le passé, je le poursuivais. L'Allemagne que j'ai traversée n'était plus un pays, mais un champ de ruines habité par des ombres. J'ai marché de ville en ville, dormant dans des gares éventrées, répétant un seul mot appris par nécessité, Kinderheim. Je montrais une photo froissée de Klaus, cherchant une trace, un registre, n'importe quoi. Les visages se fermaient, personne ne voulait remuer ses cendres. Après des années d'attente, la Croix-Rouge m'a remis un dossier, numéro 412. Mon fils avait été adopté en Bavière. Devant une petite maison paisible,
Je me suis caché derrière un buisson. Un garçon blond est sorti en riant. Quand il s'est tourné vers la lumière, j'ai vu mes yeux dans son visage. Une femme l'a appelé et il s'est jeté dans ses bras en criant « Mama !» J'ai compris que son bonheur reposait sur un mensonge que je n'avais pas le droit de briser. J'ai reculé en silence, gravant son rire dans ma mémoire. Je suis rentré en France invisible, portant cette absence comme une cicatrice secrète. Aujourd'hui, vieille femme aux mains tremblantes, je raconte pour que ce vol ne soit jamais effacé. Des enfants ont été fabriqués et arrachés à leur mère au nom d'une idée folle. La pureté n'existe pas, il n'y a que des vies brisées qui cherchent encore un sens. Mon histoire s'achève ici, mais l'amour que j'ai porté ne s'est jamais éteint.